fleurs pour la... Chers amis, je mesure le très beau cadeau que vous me faites ce soir, vous aussi nombreux rassemblés de toutes les formes d'intelligence, vous les artistes, les intellectuels, les chercheurs, les enseignants, les juristes, vous qui font qu'aujourd'hui la France résiste, vous qui venez ici nous donner ce message que la France mérite mieux que ce qu'elle a. Et c'est parce que je crois aussi que la France mérite mieux que ce qu'elle a que nous avons en avril prochain le devoir de victoire. Merci à Fabienne, à Jean-Pierre, à Christophe d'avoir organisé cet extraordinaire rassemblement, à Pierre aussi, à vous tous, à Christophe, merci à Catherine, à Michel, merci à Bertrand d'être là, merci à Patrick, le parlementaire, le député d'être là, et à Jack Lang, bien sûr, et à vous tous. Le problème, c'est que lorsque l'on commence à faire des citations, on ne sait pas où s'arrêter, alors j'arrêterai par Jeanne Moreau, qui, au nom de tous les autres, les représentera. Je veux faire de l'élection présidentielle un moment décisif. Nous sommes, cela vient d'être dit, à un tournant de notre histoire. L'immobilité n'est plus permise. Le monde vit une grande mutation. La révolution des savoirs et des connaissances va modifier en profondeur notre façon de voir le monde. Et si de grands espoirs sont permis dans le domaine de la santé et des technologies, des périls tout aussi considérables nous guettent. Du fait du réchauffement climatique, les équilibres planétaires sont menacés et une véritable course de vitesse est lancée entre notre mode de croissance et la révolution scientifique et technologique, sans parler des incertitudes, de la montée des insécurités, de la montée des brutalités, de la montée des fanatismes, de la montée des terrorismes, qui sont toutes nourries par l'obscurantisme et par l'absence d'éducation et de culture. Alors oui, le vrai combat pour construire une France meilleure dans un autre monde, il est là. C'est le combat pour l'éducation, pour la recherche et pour la culture, et c'est pourquoi j'ai fait de ces trois piliers de l'intelligence humaine le cœur du pacte présidentiel que je vous propose. Oui, la mondialisation multiplie les échanges, les images et les informations. Oui, lorsqu'elle est livrée à elle-même, abandonnée au profit aveugle, elle fait disparaître en un temps rapide des industries valides et menace des emplois performants. Et les Français s'inquiètent. Cette mondialisation crée un climat de méfiance entre les nations et les continents. Elle révèle des conflits enfouis sans apaiser ceux qui sont déjà à jour. Et notre défi, c'est de savoir aussi regarder positivement le monde qui nous entoure et de savoir comment, en effet, la politique peut permettre de saisir les chances de la mondialisation, parce qu'il y en a, et il faut avoir le courage de le dire au peuple français. La mondialisation peut être la pire si elle est livrée à la loi du libéralisme, ou la meilleure des choses si elle permet la réduction des écarts entre les pays riches et les pays pauvres, réduction des écarts sans laquelle nous n'avons pas d'avenir possible. Et c'est pourquoi je regarde les choses positivement, et c'est à vous d'agir. C'est à vous qui portez les intelligences collectives. C'est à vous qui êtes des éclaireurs d'avenir. C'est à vous qui aujourd'hui vous engagez parce que vous avez compris que vous aviez une responsabilité majeure à l'égard de l'opinion publique, pour que nous sachions regarder le monde tel qu'il est
et surtout que nous sachions le rendre meilleur en pesant sur les choix qui font et qui vont définir dans quelle direction il va s'orienter. Et c'est pourquoi, dans ce contexte de grande mutation et de montée des insécurités et des peurs qui sont exploitées chaque fois que c'est nécessaire, le choix politique du printemps prochain aura des conséquences majeures, non seulement pour la France, mais aussi pour l'Europe et enfin pour le monde tout entier. Certes, notre pays n'est pas le centre du monde, mais il est un pays regardé et écouté. Il s'est modernisé sans que l'on soit parvenu à terrasser son modèle de protection sociale, et pourtant les coups qui sont portés contre lui sont assez féroces. Il a résisté pour que l'on considère que son peuple exprime quelque chose d'important. Le monde nous regarde, et ce qui se passe en France, vous le savez bien, d'une certaine façon, est exemplaire, et c'est pourquoi ce choix, il est crucial. La France ne doit pas avoir peur, elle doit croire en elle, elle doit parier sur l'éducation, la recherche et la culture, et relier une alliance sans précédent entre l'État, le secteur public et les entreprises. Elle doit investir, créer, innover. Mais la France déprime lorsque sa modernisation conduit, comme aujourd'hui, à dévaloriser le travail et l'emploi, à disqualifier les formations, à installer la précarité dans nos villes, à vider nos territoires ruraux. Et donc, c'est une volonté et un choix politique différent qu'il nous faut dans une vraie confrontation, j'allais dire dans un choc des projets. Nous devons refuser d'abord l'idéologie des plus forts seulement, qui ne sont souvent que les bien-nés. La réussite de quelques-uns ne peut faire la prospérité de tous. Nous sommes pour l'excellence, et je le suis dans tous les domaines, mais je ne crois pas à la vertu, et vous non plus, je le sais, d'une victoire de quelques-uns qui se paierait par la défaite du plus grand nombre. Le prix économique en est lourd, le coût social exorbitant, le calcul politique désastreux. Je n'oublie pas, et nous n'oublions pas, les manifestations des jeunes contre le CPE, pas davantage les émeutes des banlieues de novembre 2005. Rien n'est réglé, on le sait, et ce sont ces défis que je veux relever avec vous. Voilà pourquoi la mobilisation de toute la société s'impose pour conjurer les dangers qui nous guettent, pour saisir les chances qui s'offrent et pour redonner à notre pays le désir de l'aventure, du dépassement, de la performance, pour lui redonner un désir d'avenir. Et c'est pourquoi je vous vois et je vous écoute ici avec bonheur. J'aperçois les responsables des mouvements humanitaires, je l'ai dit tout à l'heure, les juristes, les membres des organisations professionnelles, les juristes, les défenseurs des droits de l'homme, les représentants du monde économique et, comme je l'ai déjà salué tout à l'heure, du monde de la culture et de la recherche, mais aussi je vois le mouvement sportif qui est présent. J'ai un immense privilège de vous recevoir ici tous ensemble. Et lorsque je m'interrogeais sur le lien qui vous unissait, vous qui appartenez à des métiers ou à des arts aussi divers, et au premier regard aussi éloigné, c'est bien sûr le talent et le travail qui vous rassemblent, mais c'est surtout l'engagement, votre engagement, le souci des autres, le don du meilleur de soi, cet engagement qui est le vôtre et qui est le meilleur signe des sociétés humaines et solidaires. Vous le savez parce que vous êtes là. Tout n'est pas marchandise ou argent. Il y a des choses et des causes qui nous dépassent et qui sont plus grandes que nous. Et c'est bien cela qui nous fait avancer ensemble. Ce sont ces combats qui nous soulèvent. C'est aujourd'hui un combat qui nous entraîne, qui nous soulève. Et ce combat-là, parce que j'en connais les enjeux, je veux le gagner avec vous et je le gagnerai.
Vous êtes ici les successeurs de tous ceux qui se sont battus et qui ont fait l'histoire de France. Hier, Voltaire demandait justice pour Calas, Zola payait de son exil l'innocence de Dreyfus, Gide dénonçait les méfaits de l'administration française au Congo, Vercors publiait Le silence de la mer et Pierre Vidal-Naquet et Laurent Schwartz engageaient le combat pour la vérité pour les torturés d'Algérie. Plus tard, 343 femmes, et il y en a dans cette salle, intellectuels ou artistes, s'auto-proclamer les 343 salopes et s'exposer aux poursuites pour revendiquer le droit des femmes à disposer de leur corps. Et Michel Foucault disséquait les mécanismes de l'enfermement tout en témoignant aux portes des prisons. Mais tous ces combats-là restent d'actualité. Ils sont à poursuivre. Partout, les droits continuent à reculer. À chaque fois, ils sont à reconquérir. Et dans notre pays même, la question de l'égalité entre hommes et femmes n'est toujours pas résolue. Et à l'échelle de la planète, encore moins. Alors tous ces combats, je vous demande de continuer à les mener. Cet engagement des intellectuels dans la société et pour son progrès n'a pas cessé. Et sans vous-même, ces progrès ne sont pas possibles, car ça a toujours été une des marques fondamentales de l'histoire de notre pays et singulièrement de l'histoire de la République. Des ONG de médecins parcourent le monde, hier dans l'ex-Yougoslavie, aujourd'hui au Darfour, pour soulager les peuples martyrs et témoigner de ce qu'ils ont vu. Les organisations de défense des droits de l'homme, réunissant les juristes les plus ardents aux plus éminents, collectent et dénoncent les cas de violation du droit des personnes. Aujourd'hui encore, des artistes et des médecins ici présents protègent et appuient le mouvement des sans-abri. 350 cinéastes, on vient de le voir, réalisent un film proclamant le droit des enfants d'étrangers en France non régularisés, ayant grandi en France, d'y vivre et d'y être éduqués sans craindre que demain, le chemin de l'école ne débouche sur celui de l'exil. Et puis, il y a le combat pour la création, pour la culture et donc tout simplement pour la liberté. Nous avons tous entendu l'appel de Pascal Ferrand contre, je la cite, la violence économique qui tire le goût du public vers le bas et qui oppose entre eux les catégories de films et de cinéastes, avec à terme des films de plus en plus riches et à l'autre bout des films de plus en plus pauvres. Et je n'oublie pas la mobilisation des intermittents qui ne défendent pas seulement leur statut, mais qui défendent aussi tout simplement la place de la culture dans notre société. Et tous ces enjeux-là sont au cœur de l'élection présidentielle, parce qu'il n'y a qu'une seule candidate qui se propose de prendre à bras-le-corps ces problèmes. Et cette candidate, vous l'avez devant vous. Oui, vous êtes à un titre ou à un autre engagé. Et c'est ainsi que nous avancerons pour donner à tous le progrès social et le respect pour chacun. Mais je voudrais surtout vous dire que cette démarche est au cœur de tout projet qui vise à fonder une République nouvelle. Et au moment où le candidat de la droite veut faire peur, cela a été dit avant moi, sur l'identité française, je veux vous dire comment je la conçois, cette identité française. Il ne faut pas en laisser le monopole à quelques-uns, c'est un débat important. Je crois que l'identité française, elle repose d'abord sur la force d'un modèle républicain rénové
et ensuite sur l'actualisation de l'idée de nation. D'abord, la République. La République, c'est une exigence. C'est d'abord la liberté, à commencer par la liberté de recherche, de croyance et d'expression. Une liberté dont très peu de peuples jouissent aujourd'hui de par le monde. Il ne faut pas l'oublier. Mais la liberté, c'est aussi la capacité à penser par soi-même. Et c'est la grande tâche de l'école républicaine, dont la place est centrale dans le pacte présidentiel que je vous propose. C'est tout simplement pour le citoyen la capacité à s'élever au niveau de l'intérêt général. La République, c'est aussi le civisme, c'est-à-dire la capacité à dépasser ses intérêts particuliers pour penser l'avenir commun. Alors, face à la crise politique, aux doutes profonds qui submergent des millions de Français sur la question de savoir si oui ou non les clivages, c'est-à-dire les choix idéologiques, ont un sens, et heureusement qu'ils en ont un, sinon il n'y aurait plus de débat démocratique. Alors, face à cette crise démocratique, la réponse, ça n'est pas de nier la politique, mais au contraire, c'est bien de l'affirmer, et je le dis ici, nous avons besoin d'une refondation démocratique profonde. C'est pourquoi je veux réformer en profondeur les institutions pour redonner à l'idée de République toute sa force. Je veux, et c'est inscrit dans mon pacte présidentiel, une République nouvelle, où le Parlement sera respecté, où il fera la loi égale pour tous, un Parlement dans lequel chaque député pourra s'investir en vertu du mandat unique qui sera désormais la règle. Un Parlement où le Sénat ne pourra plus exercer de droit de veto sur l'essentiel. Un Parlement qui puisse décider sans être soumis aux procédures unilatérales qui donnent toujours au gouvernement le dernier mot. Bref, je veux restaurer le débat, l'échange argumenté dans un environnement médiatique rendu plus soucieux de l'élévation de l'esprit public. Et puis l'État doit enfin devenir impartial. Et c'est pourquoi j'ai proposé dans mon pacte de confier à un membre de l'opposition le soin de présider la commission des finances de l'Assemblée nationale. Bravo. Enfin, sur la lancée de la démocratie participative, qui, je crois, rénove en profondeur nos mœurs politiques, je veux resserrer le lien entre la politique et les citoyens, développer les audits à travers des jurys citoyens, encourager les budgets participatifs, instaurer enfin un référendum d'initiative populaire. Oui, il faut faire souffler un coup de jeune sur notre République. Ce sera la meilleure façon de rester fidèle aux principes qui fondent l'éternelle jeunesse de l'idée républicaine. Et parce que je m'engage à un État impartial, j'associerai le Parlement aux nominations des membres des grands organismes de contrôle, à commencer par le Conseil constitutionnel. Mais la République nouvelle, c'est aussi l'indépendance de la justice. Beaucoup de juristes, d'avocats et de magistrats sont dans cette salle. Ils savent combien la récurrence de cette question, 100 fois posée et 100 fois repoussée, continue de peser. L'indépendance, bien sûr, est une question de moyens, mais c'est aussi une question de symbole. C'est pourquoi, si je suis élu, je proposerai que le président de la République ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature, qui sera autrement composé. La représentation parlementaire pluraliste et celle des personnalités de la société civile sera majorée
et nous mettrons à la justice le budget qui convient, à une société fière de son état de droit, et nous réglerons les problèmes des prisons qui font honte, je le dis sans détour, au pays des droits de la personne humaine. Enfin, le domaine des médias ne saurait échapper lui aussi à cette refondation démocratique. La question de l'indépendance rédactionnelle est régulièrement soulevée par le Forum des sociétés de rédacteurs des journalistes. Celle du maintien des titres et aussi des titres de la presse régionale est tout autant capitale. Nous devrons aller vers une grande conférence de la presse pour en discuter, réunissant actionnaires, journalistes, pouvoirs publics, lecteurs ou téléspectateurs pour défendre, oui, pour défendre le pluralisme indispensable à une République vivante. En attendant, l'autorité administrative de régulation de l'audiovisuel doit échapper à toute critique sur sa composition et être absolument légitime. Les membres de cette nouvelle autorité des médias seront désignés pour les 3/5 par le Parlement. Ainsi, le pluralisme de sa composition sera assuré par le pluralisme de son mode de désignation. Je veux vous faire part de ma conviction. Si nous réussissons à renouer le dialogue, et nous y réussirons, entre les institutions et les citoyens, alors nous réussirons à mobiliser l'ensemble du pays. Car la cohérence de la réforme institutionnelle que je viens de vous donner sera soumise par référendum au peuple français. Elle s'inscrit dans cette volonté d'avancer au même rythme sur les fronts indispensables du changement, la démocratie représentative, la démocratie sociale, que j'ai évoquée en d'autres lieux, la démocratie participative, parce que je pense que c'est aussi une démocratie qui fonctionne bien, qui permet la relance économique et sociale et la mobilisation écologique, car tout se tient. La République, c'est aussi la fraternité, la justice sociale et la solidarité, le soutien aux plus faibles, aux personnes âgées, aux enfants, aux laissés pour compte, à la misère et à la grande pauvreté. C'est le sentiment de former ensemble la communauté des devoirs, la communauté nationale qui crée des devoirs. Et le pacte présidentiel que je vous propose s'appuie sur la conviction que solidarité et efficacité vont de pair, que l'un ne va pas sans l'autre, ou bien, comme le conçoit la droite, que l'un se construit contre l'autre. La République, c'est aussi la citoyenneté et une certaine fierté d'être français. Nous, républicains, nous sommes amoureux de la France, de ses valeurs d'humanisme, de générosité, de sa capacité à accueillir et à intégrer, de son art de vivre auquel nous tenons, de son intelligence, de sa capacité d'innovation que vous représentez ici, de son rayonnement dans le monde, de l'espoir qu'elle représente pour les peuples opprimés et de son combat pour la paix. Mais nous ne confondons pas le patriotisme, qui est l'amour des siens, avec le nationalisme, qui est la haine des autres. Sans patriotisme, il n'y a pas de civisme. Sans patriotisme, il n'y a pas de civisme. La citoyenneté républicaine est un équilibre indissociable de droits et de devoirs où l'État garantit à chacun et à gauche, c'est le sens de notre combat, dans une lutte permanente, au jour le jour, pour qu'il y ait une égalité des chances dans la capacité à maîtriser et à conduire sa vie, c'est-à-dire tout le contraire de l'assistanat dans lequel on voudrait nous enfermer. Bien au contraire, la gauche a toujours fait confiance à la force de l'humain. Et donc c'est en investissant dans cette capacité humaine
et en donnant à chacun le pouvoir de maîtriser sa vie, de faire ses choix, de transmettre à la génération suivante les valeurs auxquelles la génération précédente croit, pour que la génération suivante puisse à son tour transmettre. C'est cela le cœur de l'action politique. C'est d'abord une transmission, et la responsabilité de l'État et des pouvoirs publics et la responsabilité de la gauche, c'est de donner à chacun à égalité la capacité à transmettre en toute liberté. Voilà le sens de mon combat politique et voilà le cœur de mon pacte présidentiel. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, à un moment où le candidat de la droite cherche à faire peur et à relier dans un amalgame insupportable l'immigration et la menace sur l'identité nationale, je voudrais un instant m'arrêter sur cette notion d'identité nationale et de nation. Bravo! D'abord, l'idée de nation, aujourd'hui, doit être bien présente. Les Français, et notamment les catégories les plus populaires, y sont très attachés. Et elles ont raison. Parce que la nation n'a jamais été aussi nécessaire aujourd'hui. Elle doit être redéfinie, repensée, face d'un côté à la mondialisation et de l'autre face à cet individualisme qui monte et à ce repli sur soi qui nous menace. Et c'est la nation, je vous le dis, qui nous permet de construire, de tenir bon sur notre destin commun en n'ayant pas peur des autres. La France ne demande pas aux citoyens d'où ils viennent, mais où ils veulent aller ensemble. C'est cela, l'identité nationale qui se renouvelle. Nous ne sommes pas une addition de communautés, nous sommes le peuple français. La nation ne distingue ni blanc, ni noir, ni jaune, ni catholique, ni athée, ni juif, ni musulman. Tous, nous sommes tous d'abord des citoyens de la République française à égalité de droits et de devoirs. La nation ne demande à personne d'oublier d'où il vient. Elle ne demande pas de renier ses origines, ses racines, ses attachements, sa culture et sa foi. Elle invite tout simplement, et c'est considérable, chacun à les dépasser. Oui, chacun peut aimer sa Bretagne ou son Algérie natale et être pleinement citoyen français. Et nous ne devons d'ailleurs plus accepter, on ne le redira jamais assez, que pour certains Français, on les qualifie de deuxième, de troisième ou de quatrième génération, comme s'il y avait des Français de souche et d'autres de feuillage ou de branchage, ce que l'on ne fait jamais pour les jeunes issus des pays des peuples d'Europe. Alors renforcer la nation, c'est en même temps renforcer la capacité d'autonomie de chacun. Et c'est aussi affirmer que la France ne doit pas se dissoudre dans la mondialisation sans en avoir peur d'en rechercher toutes les chances. Et aux nouveaux citoyens qui ont choisi de devenir français, d'où qu'ils viennent, je leur dis bienvenue. Nous allons faire France ensemble. Nous allons porter plus loin l'histoire de notre pays, fait d'apports continus, de diversité, mais aussi d'une ardente volonté de vivre ensemble. Oui, j'ai confiance dans la capacité à relever ce défi. L'immigration, encadrée par des règles justes
est respecté et qui respecte les personnes prendra alors son sens dans notre histoire nationale. Et aux nouveaux venus, je dis, prenez part à notre société, respectez ces lois et nous garantirons l'égalité de vos droits et de vos chances. Et à notre peuple, je dis aussi confiance. La France de demain sera sans doute plus diverse, mais toujours fidèle à ses origines, généreuse, imaginative, courageuse, solide et ouverte sur le monde. Et pour que ce bel alliage se forme dans le creuset républicain, il nous faut des règles communes. Les Français ne veulent pas que leur pays devienne une coexistence de communautés distinctes avant d'être hostiles. Ils ne veulent pas que l'espace public soit le champ clos de rivalités mémorielles, de confrontations ethniques ou d'incompréhensions religieuses. Cessons d'encourager ces mauvais penchants car ils nourriraient un avenir de tension et de violence. Nous avons besoin de règles et la première d'entre elles, c'est la laïcité qui libère. C'est la laïcité qui permet, bien sûr, de faire coexister en bonne intelligence des femmes et des hommes de croyances, de foi ou de convictions différentes. Par elle se concilie l'attachement particulier de chacun dans sa sphère privée à son histoire, sa culture, ses origines, et l'appartenance dans la sphère publique à la communauté des citoyens. La laïcité qui combat le préjugé, le sexisme, le racisme, l'inégalité entre les femmes et les hommes. La République est laïque. Elle n'acceptera pas qu'aucun groupe ou courant de pensée mette en cause la liberté et l'égalité des femmes dans notre pays. Elle n'acceptera pas que soit remise en cause la liberté de penser et l'esprit critique des hommes et des femmes. Et c'est pourquoi, contrairement aux peurs qui sont relevées ici ou là, ou qui sont encouragées, ou qui sont attisées, la France a 1000 raisons de ne pas vouloir disparaître, cela va de soi. Et avec moi, je vous le dis, l'identité nationale ne disparaîtra pas dans la mondialisation ou dans le repli sur soi. Nous sommes encore à l'aube d'une immense révolution scientifique et technologique, dont nous avons aujourd'hui tendance à apercevoir les risques plus que les chances qu'elle nous offre. La France est riche d'immenses talents, on le voit ce soir, et il appartient à un gouvernement de progrès d'élargir autant qu'il le peut ce vivier extraordinaire. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, l'éducation, la recherche et la culture, qui sont 3 domaines indissociables, sont au cœur de ce pacte et sont les seuls à pouvoir relever la France. La France, comme tout autre pays européen, n'a d'autre atout dans la compétition économique mondiale que l'intelligence, les compétences, les savoir-faire de ces femmes et de ces hommes. Nous n'avons pas d'autre pari à faire, et celui-ci déjà est immense, pour sortir gagnant de cette compétition avec les valeurs qui vont avec et avec les emplois de qualité qui vont avec, pour que les jeunes puissent croire à nouveau en leur avenir et que nous puissions combattre ce fléau qu'est le chômage des jeunes qui ronge et qui déstabilise toute une société. Certes, on peut aujourd'hui être diplômé, et c'est malheureux, et chômeur, mais il s'en faut de beaucoup que les diplômés soient les plus nombreux parmi les inscrits à la NPE. Et quand ce malheur arrive, nous devons tout faire pour qu'il ne dure pas longtemps. C'est pourquoi j'ai mis dans mon pacte présidentiel le droit au premier emploi pour les jeunes, qu'ils soient qualifiés, diplômés, quel que soit le niveau de cette qualification. Pas un jeune ne doit rester au chômage pendant plus de 6 mois. C'est une mobilisation du pays tout entier, de ses entreprises, de ses services publics,
de ces collectivités territoriales qui doit se mettre en mouvement pour relever ce défi, et je sais que c'est possible. Parallèlement, la demande de qualification dans les entreprises est forte. Elle s'élève chaque jour davantage. Dans la partie de l'emploi, la formation est un atout maître. Et bien sûr, l'éducation à la base de cette formation est par excellence le moyen de lutter contre les inégalités sociales. L'éducation nationale aura les moyens de remplir pleinement son rôle. À cet égard, j'en fais aujourd'hui le serment. Elle devra réussir à enrayer la mécanique de la reproduction sociale. Elle y contribue déjà, bien sûr, depuis longtemps, mais elle y contribuerait davantage si on ne lui avait pas, comme au cours de ces 5 dernières années, retiré dramatiquement les moyens dont elle a besoin. Ces moyens seront rétablis dès la prochaine rentrée scolaire. Pour ces raisons, l'éducation doit faire l'objet des soins les plus attentifs des plus hautes autorités de l'État. Ce n'est pas une question technique, ce n'est pas une affaire de spécialistes, c'est une affaire qui concerne tous nos concitoyens, c'est au plus haut degré une affaire politique. Car relever l'école de la République, son université, sa recherche et sa culture, c'est une seule et même chose, c'est relever la France. Bravo. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire aussi que l'autre mission de l'école, aussi importante que celle que je viens de préciser, c'est ouvrir à chaque enfant et à chaque adolescent les portes de la culture. Je veux que la culture fasse une entrée massive à l'école. C'est le premier lieu de la rencontre de tous avec l'art et la réduction des inégalités d'accès à la culture. Ce que Jules Ferry a réalisé pour le calcul et la lecture, nous avons le devoir de le faire aujourd'hui pour l'accès à la culture. C'est le même combat, il est aussi important et nous avons le devoir de le relever. Ce doit être une vraie révolution qui commencera par la reconstruction de ce que la droite a défait en démantelant le plan des arts à l'école, initié par Jack Lang, avec le succès que l'on connaît. Ce plan qui a été détruit par l'actuel gouvernement, comment le candidat de la droite aurait-il aujourd'hui la crédibilité de se prétendre le bâtisseur de ce qu'il a démoli? Moi, je veux que tous les jeunes puissent voir leur sensibilité et leur esprit critique s'éveiller par le contact personnel avec les œuvres, la découverte des lieux de création, la rencontre avec les artistes. Je veux encourager les pratiques artistiques, notamment celles qui sont collectives, parce qu'elles sont le meilleur moyen de faire l'expérience de la vie en communauté, de la maternelle à l'université. Je veux renforcer la présence de toutes les disciplines artistiques et l'éducation aux images. Les politiques mises en place depuis 1980 avaient permis l'éclosion d'une vie culturelle foisonnante. Depuis 25 ans, de grands bouleversements ont profondément transformé le paysage culturel. De nouvelles formes d'expression artistique ont émergé. Des espaces inédits de rencontres entre le public et les créateurs se sont ouverts. Je pense en particulier à l'irruption d'Internet dans la vie de chacun, et notamment les jeunes, ce qui me fait dire aussi, reconnaissons-le, que des menaces et des dangers nouveaux se font jour. La richesse de notre vie culturelle ouvre des perspectives extraordinaires, mais aussi elle est porteuse de dérives inquiétantes pour les artistes comme pour les citoyens, les sous-financements, les risques de concentration, les menaces de paupérisation des artistes, l'assèchement des représentations collectives, la mise en cause de la diversité, la perte de sens, comme ça a été dit tout à l'heure, les disparités d'accès à la culture et les inégalités profondes, les grandes concentrations qui mettent en péril la diversité de la création. Et comme le dit Toni Morrison, aujourd'hui tout est su et rien n'est compris. Alors avec vous, je veux remettre de la pensée
et de la volonté dans la politique culturelle de notre pays, et c'est la mission historique de la gauche. La gauche ne peut pas se penser sans la priorité culturelle. Incontestablement, nos pratiques culturelles se déploient sur un territoire dont les frontières sont ouvertes. La distinction entre culture populaire et culture élitaire qui générait des inégalités n'est pas pertinente, vous avez été nombreux à me le dire, pour analyser la réalité des pratiques culturelles de nos concitoyens. Dans la même journée, nous pouvons voir une série télévisée, écouter un air d'opéra, aimer les romans de Gao Xingxiang et écouter Abdel Malik ou le slam de Grand Corps Malade. Et ce qu'on appelle les cultures urbaines, par exemple, sont le signe d'une vitalité réjouissante. Elles ne doivent pas être ghettoisées. Et je crois que ce décloisonnement est une chance. Et en même temps, force est de constater que la possibilité d'accès aux œuvres ne doit pas faire oublier que la démocratisation de l'accès à la culture reste un défi majeur et qu'il est bien loin d'être garanti encore sur l'ensemble des territoires urbains et ruraux. Il ne faut pas non plus évacuer la question de la spécificité de l'art. On ne peut imaginer une démocratisation culturelle sans artistes. Et c'est à l'intersection de ces deux éléments, j'allais dire dans cette tension médiaculture et art, que les politiques culturelles de demain s'inscriront. Ariane Mouchkine le dit très excellemment. Nos enfants ne doivent pas seulement devenir des fabricants ou des consommateurs, mais des êtres humains amoureux de l'humanité. J'ajouterai, et seule la culture peut leur apporter cela, j'ajouterai des citoyens libres, autonomes, capables de décider pour eux-mêmes, capables de conquérir l'esprit critique au sein de cette nouvelle république culturelle que j'appelle de mes vœux. Oui, je veux rendre à la culture sa place éminente, centrale dans la construction de l'identité nationale. Merci. Il y a une dernière raison pour laquelle l'identité de la France ne disparaîtra pas. C'est la francophonie et l'ouverture au Sud. D'un point de vue géopolitique, la France contribue de façon décisive à l'équilibre de l'Europe. Elle seule, pas toute seule, avec ses voisins bien sûr, mais elle peut là jouer un rôle déterminant pour ouvrir l'Europe vers le Sud. Elle peut, en équilibre avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et les autres, et même les pays du nord de l'Europe, faire pencher la balance européenne ailleurs que vers l'Amérique. Je veux que l'Europe regarde vers la Méditerranée et vers l'Afrique. Au travers de sa langue, dont Braudel disait qu'elle était 80% de l'identité de la France, notre pays est directement confronté à l'immense défi de la fracture nord-sud. La francophonie est une réalité, une richesse de part et d'autre de la Méditerranée jusqu'aux confins de l'Afrique. L'histoire a créé des solidarités. Le courage est de se tourner vers l'avenir pour aider les nouvelles nations à bâtir des États modernes. Il a fallu 1000 ans pour faire la France. Alors, aidons les pays pauvres, les pays du Sud, à forger leur destin en s'appropriant non seulement les technologies, mais aussi les valeurs de responsabilité, de citoyenneté et de démocratie dont l'histoire nous a confié le legs. La République doit assumer le passé de toute la France avec ses ombres et ses lumières, mais la nation reste le cadre irremplaçable de la démocratie et de la solidarité.
Et la France a besoin d'une confiance en elle-même pour continuer son histoire et construire son avenir avec les autres. Elle offre un modèle d'organisation sociale distinct du modèle anglo-saxon, aux différenciations et aux différentes formes de communautarisme. Je le répète ici, elle oppose et elle opposera toujours avec moi l'égalité et la dignité citoyenne. Oui, la francophonie enjambe la Méditerranée. Elle est par excellence la langue du dialogue entre le Nord et le Sud et doit le rester. C'est à travers elle que la langue française maintiendra sa vocation de langue universelle en s'ouvrant comme elle le fait largement aux écrivains du Maghreb, d'Afrique noire et du Proche et Moyen-Orient. La France est par ailleurs au cœur de l'arc latin qui, de l'Italie à l'Espagne et au Portugal, se trouve aux premières loges d'une partie réellement historique. L'Europe doit parvenir, et ce sera notre chantier majeur et notre combat, à créer avec les pays de la rive sud une zone de co-développement, faute de laquelle la Méditerranée deviendrait vite une fracture ouverte à son flanc. Et je vais même vous le dire, c'est la seule façon que nous ayons pour maîtriser les migrations de la misère. Et c'est là que le combat pour l'humanité rejoint le combat pour la citoyenneté. Non, la France et son identité nationale ne sont pas menacées lorsqu'on défend farouchement les valeurs que je viens de déployer devant vous. La République n'est pas menacée si elle sait se relever en étant, elle aussi, appuyée sur ses convictions fortes. Avec vous, avec votre énergie, avec votre confiance, avec votre intelligence, sur tout cela, les Français comptent. Ils vous respectent, ils vous observent, ils vous admirent. Vous êtes ici parce que vous avez décidé d'être au service d'une France qui croit en son destin, d'une France qui refuse d'être tirée vers le bas, d'une France qui met au premier plan l'intelligence collective des citoyens et vous en êtes les éclaireurs. Alors parce que vous êtes là, j'ai confiance et nous réussirons à relever la France parce qu'elle le souhaite. J'ai confiance parce qu'avec vous, je sais que nous pourrons construire avec les jeunes un véritable désir d'avenir. Ce combat-là, il est indispensable, non seulement pour nous, non seulement pour soulager les peines de ceux qui souffrent de toutes les pauvretés, de toutes les précarités et de toutes les violences, et qui sont au premier rang de nos préoccupations de socialistes et d'engagés à gauche, mais aussi pour ceux qui ont du talent et qui sentent aujourd'hui que dans la France telle qu'elle est, ces talents sont gaspillés ou sont tirés vers le bas. Moi, je veux que tous ceux qui réussissent et qui ont envie de réussir, qui ont envie de créer, d'inventer, d'innover, de conquérir le vaste monde, puissent le faire, que la France puisse leur dire « Nous avons besoin de vous, avancez, réussissez » et nous ne laisserons jamais personne sur le bord du chemin parce que c'est comme cela que je la conçois, cette France que nous aimons. Merci aujourd'hui d'être à son service. Vive l'éducation, vive la recherche et vive la culture.